Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Docteur Faya Milimono, le président du Bloc libéral, est notre invité. On va aborder le dialogue politique, mais également la récupération des domaines de l'État. Plusieurs autres sujets seront débattus avec notre invité. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir. On va commencer par ce qui fait l'actualité. La récupération d'abord des domaines de l'État. Il y a les acteurs politiques qui, en tout cas, sont, s'il faut dire comme ça, dans le viseur des nouvelles autorités. Il y a Selou, d'abord, qui a été le premier à être cité dans cette affaire. Ça fait l'actualité parce que c'est des acteurs politiques. Sinon, c'est tout à fait normal que ce qui appartient à l'État, à un moment donné, revienne à l'État. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans la loi guinéenne, il est permis à un commis de l'État, par exemple un ministre, un premier ministre, d'acheter un bien de l'État. Sous d'autres yeux, et les bonnes pratiques recommandent que cela ne soit pas possible. Je vous donne juste un exemple. L'un des gouvernements qui fait la vente aux enchères la plus régulière, c'est le gouvernement américain. Sauf que, même pas le fait d'être travailleur du gouvernement fédéral ou fonctionnaire de l'État, si vous êtes lié à un fonctionnaire fédéral de l'unité qui doit faire les enchères, vous n'êtes pas autorisé de soumissionner. Vous pouvez cacher le fait que vous êtes lié à Lincoln, le président américain qui est là, qui se trouve être un cousin. Parce que qu'est-ce qu'on veut éviter là? Premièrement, on veut éviter le délit d'initié. C'est une vente aux enchères. Si vous avez quelqu'un à l'intérieur qui se trouve être sa femme, qui se trouve être son mari ou son cousin, naturellement, il peut vous donner des informations que d'autres n'auront pas. Et cela donc sort complètement de ce qu'on peut considérer bonne pratique. Alors, formellement interdit, n'est-ce pas, à un commis de l'État d'acheter un bien de l'État. Ça, c'est extrêmement important. Et ce n'est pas pour rien que quand nous entendons aujourd'hui, les commentaires parce que ça concerne les politiques, c'est effectivement parce que ça concerne les politiques. Un citoyen ordinaire qui n'a été commis de l'État nulle part et qui souscrit à acheter un bien de l'État, il peut, si cela n'est pas interdit par la loi. Mais vous ne pouvez pas être, par exemple, ministre, fixer le prix, payer, établir l'acte d'achat, etc., etc. Sinon, un jour, quelqu'un sera président de la République de Guinée, il va nous montrer, comment on appelle ces papiers-là, le titre foncier de la Guinée. Ça c'est clair. Qu'il l'a acheté. Et donc, il l'a acheté, il a payé le montant, mais il ne va pas dire qui a fixé le montant. Parce qu'il est le président de la République. Mais et si ce n'est pas un achat et que vous ayez un terrain après avoir bénéficié d'un décret d'un chef d'État, pour vous donner ce terrain, est-ce qu'on a droit de vous le retirer? Écoutez, tout ça, c'est nos lois, nos spécialistes de la loi guinéenne qui vont nous dire cela. Si cela est permis, il faut le changer. Si cela est permis, que le fait d'être ministre ou le fait d'être président de la République, vous pouvez être généreux de distribuer les biens de l'État à des particuliers. Même le fait que les gens, et souvent, même vous les journalistes, vous le dites souvent, quand vous entendez les gens dire, le président a donné ça. Demandez-vous si le président Alpha Condé donne quelque chose aujourd'hui aux gens. Non. Il ne donne pas. Eh bien, ou bien avant même qu'il ne soit président. Avant qu'il ne soit président. Est-ce que moi je donne aujourd'hui quelque chose aux gens? Est-ce que je donne même si vous donnez, des ponts, même si je donne, peut-être je donne des choses à la dimension de ce que je peux avoir, mais qu'on dise que le président a donné un pont, il a donné une école. Il a donné des véhicules aux gens du CNT. Cela amène en fait la personne à penser qu'en fait la Guinée est devenue une propriété et je peux en faire ce que je veux. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons vu des grands commis de l'État s'approprier des biens qu'ils ne devaient jamais avoir pour eux,
Alors qu'ils avaient des moyens, comme l'ont dit vos confrères, de s'acheter dans des conditions normales, n'est-ce pas, des terrains et se construire les maisons. Ils ne seraient pas aujourd'hui à la une de l'actualité. Il faut regarder dans nos lois s'il est permis qu'un commis de l'État s'approprie un bien de l'État, que cela lui a été donné, que cela il est acheté, entre guillemets, il faut enlever ça et gommer ça de nos lois. Bien. Complètement. Alors, les autorités ont engagé ce processus de récupération des domaines de l'État. D'abord, vous avez fait cette lecture, mais quel message, comment elles doivent s'y prendre? Naturellement, il faut respecter les lois. Je tiens toujours à cela, parce qu'il ne faut pas que ça ait l'air de règlement de compte. Hein? Parce que même quand vous êtes locataire dans une maison, mon oncle, eh bien, si vous devez être évacué de là, on vous donne un préavis de 3 mois. Un préavis de 3 mois. Ouais. C'est un être humain quand même qui a une famille. On ne peut pas venir le matin lui dire sors aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Donc, il faut respecter la loi. Il faut respecter, n'est-ce pas, le caractère humain des choses. Tout cela est à prendre en compte. Ouais. Mais la finalité, elle doit demeurer la même. Si ça revient à l'État, ça doit revenir à l'État. Ça appartient à tout le monde. Quand on dit ailleurs, ça coûte aux contribuables, c'est que tout ce que, aujourd'hui, il s'agit du colonel Mamadi Doumbouya. Tout ce que Mamadi Doumbouya dépense aujourd'hui, ce sont des contributions du contribuable guinéen. Même si c'est une dette qui a été prise, eh bien, cette dette-là sera payée par nous demain, ou nos enfants, ou nos petits-enfants. Heureusement qu'il n'y aura plus l'irresponsabilité des PPTE. Oui. Parce qu'à un moment donné, on en a fait des programmes politiques. Bien. C'est une irresponsabilité. Donc, il faut qu'on sorte ça de notre vocabulaire pour que les présidents chez nous, les ministres et les premiers ministres se comportent comme des personnes normales et qui sont là pour assumer une responsabilité à un moment donné, et ils doivent y mettre, n'est-ce pas, du professionnalisme dans ce qu'ils font. Bien, on va revenir avec vous dans la deuxième partie de cette émission. D'ici là, nous allons observer une pause et on revient. Notre invité, Dr Faya Milimono, on va parler toujours de ce dossier lié à la récupération des domaines de l'État. Vous avez écouté la réaction des internautes. Beaucoup pensent que c'est un peu lié à la politique, c'est une façon d'éliminer certains adversaires. Oui, parallèlement à cette question. Oui. Alors, docteur, vous avez dans votre communication dit tout à l'heure qu'il faut éviter les règlements de compte. Comment éviter les règlements de compte? Est-ce que ces mesures devraient être généralisées pour ne pas qu'on pense que ça a des visées pratiquement politiques? Moi, je crois que je me suis déjà prononcé là-dessus. S'il faut moraliser la vie publique dans notre pays, c'est un impératif moral. Nous avons 63 ans depuis notre indépendance. Nous voyons dans quelles conditions nos populations sont en train de vivre. Pendant ce temps, nous savons dans quelles conditions, dans quelle opulence ceux qui ont dirigé ce pays pauvre, avec 60% au moins de Guinéens qui vivent avec moins de 10 000 francs guinéens par jour, eh bien, il faut que quelque part, on reconnaisse qu'il y a là aujourd'hui un impératif moral que l'on travaille à moraliser la vie publique. Alors, quand on doit le faire, on ne doit pas le faire distinctement. On ne doit pas le faire sélectivement. On doit le faire de façon globale. Ouais. Et je crois que l'une des réussites de cette période transitoire, ça sera effectivement cette moralisation de la vie publique pour que celui qui viendra demain au pouvoir sache quelles sont ses limites. Qu'il ne sera plus permis de faire du n'importe quoi et que la Guinée, les 245 857 km² ne seront plus un terrain qu'il a acheté, dont il a pu s'octroyer, n'est-ce pas, un titre foncier. Et il va gérer la Guinée comme une république, en respectant les lois, en respectant les hommes et les femmes qui y vivent. Bien. Ceci est extrêmement important. Donc, il faut attaquer le problème à tous les niveaux. Ce n'est pas pour rien que quand on doit s'attaquer au dossier de ceux qui ont été ministres ou premiers ministres il y a 10 ans ou 15 ans, ben il faut le faire aussi pour ceux qui hier étaient ministres ou premiers ministres. Donc, il faut de façon indistinctive, nous touchons à tous les dossiers où le Guinéen a saigné. Bien. Économiquement ou par le sang. Oui, sur un autre sujet, docteur, c'est la classe politique qui demande presque toutes les coalitions et demande l'instauration d'un dialogue politique avec le CNRD. Et on sait que sans doute c'est aussi votre position. Est-ce qu'aujourd'hui la conduite de la transition n'inquiète pas quelque peu la classe politique dans son ensemble?
Écoutez, ce n'est pas que ça inquiète. C'est simplement normal que un pays en situation de crise, nous sommes en crise, il faut qu'on le reconnaisse. Et la crise, elle est d'abord et avant tout politique. Elle a des conséquences économiques, certes. Elle a des conséquences sociales, certes. Mais la crise, elle est d'abord politique. Alors, si on doit gérer cette période et aller tous vers sa réussite, il faut qu'à un moment donné, les hommes politiques, les sociaux, le CNRD se parlent. Partout où on ne se parle pas, eh bien, on va se prêter les intentions. Je crois que vous recevez beaucoup d'acteurs politiques qui viennent aujourd'hui vous faire la lecture de ce qui se passe dans la tête des membres du CNRD, ce qui se passe dans la tête des membres du gouvernement. Cela ne devait pas. Pour que personne ne vienne dire ce qui est dans ma tête, alors que moi je sais que ce qui est dans ma tête, c'est différent de ce que les gens disent, eh bien, créons, n'est-ce pas, des plateformes où on peut, entre Guinéens, de façon responsable, de façon respectueuse, échanger pour se donner des idées en vue de la réussite de cette période transitoire. C'est ce que demande la classe politique. Et je crois que ce n'est pas trop demandé. Oui, sauf que les politiciens, ils sont en train d'aller en rang dispersé, ils ne s'entendent pas. On a tantôt créé le CPP, le FPP, je ne sais quoi d'autre encore. Est-ce que ceci ne constitue pas un frein? Est-ce que finalement le CNRD n'est pas quelque peu méfiant, ne vous renvoie pas la balle pour vous permettre d'abord de vous organiser avant d'aller à ce processus de dialogue? Et sur cette question, vous venez de dire que toutes les plateformes en ont demandé. Donc, en fait, nous sommes des partis politiques. On n'est pas obligé d'être toujours ensemble. En Guinée, pourquoi on est obligé d'être toujours ensemble? C'est parce qu'on a des défis communs. Sinon, au-delà de ces défis communs, le BL est BL, l'UFDG est l'UFDG, et nous sommes tous en train de nous battre pour conquérir un fauteuil. Pour tous ceux qui veulent être présidents. Donc, il ne faut pas attendre la classe politique qu'elle soit d'accord sur toute la ligne. Non. Cela n'est pas possible, mais il faut déjà reconnaître les efforts qui sont en train d'être fournis. On peut compter près de 300 entités qui se réclament partis politiques aujourd'hui en Guinée. Il y en a 181 qui sont légalisés, c'est-à-dire qui ont les agréments, même si un marché opus a été créé pour vendre même aussi les agréments. Il y a au moins 100 et quelques autres entités qui fonctionnent, qui n'ont pas encore le fameux arrêté. Le premier sésame, donc on peut considérer qu'il y a au bas mot 300 entités qui se disent partis politiques aujourd'hui. Alors il y a quand même un effort de s'accepter, de se mettre ensemble, de mutualiser, n'est-ce pas, nos efforts. Quand on est passé donc de 300 entités à environ 16 entités, des coalitions qui aujourd'hui sont en train d'évoluer. Et on est allé même plus loin. Il y a des intercoalitions qui sont en place et qui permettent aujourd'hui de compter environ 4. Je crois qu'il y a déjà un grand effort. Bien. Mais quand on parle, c'est vrai qu'on parle beaucoup des partis politiques, mais dites-vous bien que l'échec au premier exercice auquel le CNRD a convié tous les acteurs guinéens, c'est tout le monde qui a échoué, y compris les journalistes. Parce que quand on a demandé envoyer tel nombre, chacun a envoyé le double. 2 fois même, 3 fois plus, etc., etc. Et puis après, on s'assoit pour critiquer. Bien. Emmanuel, allez-y. Alors, sur la question justement du dialogue que vous demandez au CNRD, il se trouve que dès que les coalitions ont été formées, il y a eu... on va dire, certains objectifs que vous êtes fixés, en tout cas certains chantiers, notamment des réflexions sur l'organe de gestion des élections, sur le fichier électoral. En tout cas, dans les objectifs que vous êtes fixés, il y a essentiellement des objectifs qui conduisent aux élections. On sait que depuis que la transition a démarré, le CNRD a parlé d'élections peut-être dans son premier communiqué après la prise de pouvoir, mais depuis, on n'entend plus parler. Et vous, vous êtes fixé sur cette question. Là, de l'autre côté, il y a des chantiers qui sont ouverts, qui ne peuvent pas faire penser à une transition qui va finir tout de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que cette divergence de point de vue peut aussi pousser le CNRD à être méfiant vis-à-vis des acteurs politiques? Non, le CNRD n'a pas besoin d'être méfiant vis-à-vis les acteurs politiques. Plutôt, c'est en acceptant d'ouvrir un dialogue avec les acteurs politiques qu'on va développer, n'est-ce pas, une atmosphère de compréhension. Chacun a besoin de lire l'autre de façon exacte, si nous voulons aller ensemble.
vers la réussite de cette période transitoire. Dès que le dialogue est interrompu, eh bien, ça va amener les gens à se faire des idées, à développer des stratégies. Or, vous avez été témoin de ce qui s'est passé en 2008, quand le CNDD, c'était à l'époque CNDD, hein? Voilà, il ne faut pas se tromper des concepts. Ouais. C'était le CNDD à l'époque. Avec le capitaine Dadis. Alors, c'est parce que effectivement, il n'y avait pas un cadre de dialogue adéquat que les gens se sont mis à interpréter ce que les autres pensent. Alors, la pression est montée. Je crois qu'un jour, moi je suivais tout ça à distance, un jour le capitaine Moussa Dadis Camara a lâché quelque part que bon, si vous êtes trop pressé, nous aussi on peut enlever la tenue pour se présenter. Alors, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. En tout cas, on a dit, ah oui, c'est ce qu'on pensait, c'est effectivement ce qui est en train de se préparer. Il ne faut pas que ce genre de choses commencent à être pensées quand il s'agit de Mamadi Doumbouya, quand il s'agit des membres du CNRD. Alors, la seule façon d'enlever ce genre de choses dans la tête des uns et des autres, c'est qu'il y ait un dialogue où on vient poser les vrais problèmes qui concernent, n'est-ce pas, cette période transitoire. Alors, c'est vrai, vous sollicitez à ce qu'il y ait un dialogue, mais depuis, on a comme l'impression que vous n'êtes pas écouté, ou même si vous êtes écouté, mais on a comme l'impression qu'on ne vous considère pas, ou bien... non, je ne dirais pas ça non plus. Alors, depuis que vous avez commencé à réclamer, est-ce que vous avez eu la chance quand même Il y a eu quand même des rencontres qui ont été organisées. Ce n'est pas un cadre idéal qu'on souhaiterait. Il y a eu la rencontre avec... des rencontres avec le ministre de l'administration territoriale. Il y a de cela combien de près d'un mois ou 2 mois. Ça n'a rien donné, Ça n'a même rien la rencontre donné. avec le président. Bien. Finalement, c'est le PM Ces qui vous a derniers laissé temps, sur vous le avez carreau, tenu donc, des réunions, vous avez réitéré. Ça a donné quelque chose. Ah ben d'accord. Parce que Ah, si vous vous n'en voulez- parlez pas. si Ah, je- ben, si on je- vous a dit de ne pas mettre Non, ça non. sur la place publique, c'est sûr. Si je... Eh ben oui. Le président de la République nous a invités à prendre un lunch ensemble. Nous nous sommes Un rendus. dîner, hein, c'est ça? Ah oui, Vous oui. êtes anglophone. ouais. Merci. Ouais, ouais. L'anglicisme. Une deuxième concertation en quelque sorte. Voilà, nous sommes allés ces jours. Et personnellement, ce que j'avais demandé au président, au CNRD, c'était on veut le CNT maintenant. Et je crois une semaine, jour pour jour, le CNT a été installé. Donc quand on dit rien n'a été obtenu, je dis non. C'est peut-être le cadre que nous voulons qu'il soit plus formalisé, mais il y a quand même des contacts. Il y a des contacts parce que lorsque le CNRD est arrivé, rappelez-vous que la première entité qui a été invitée à rencontrer les membres du CNRD, c'était la classe politique. Et ce jour-là, une invitation a été faite à l'ensemble de préparer des mémos, proposer des idées, ce que chacun a eu à faire. Que quelqu'un n'a pas trouvé exactement ce qu'il avait proposé dans ses mémos, c'est parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui pensent beaucoup de choses. Mais quand on est au moins proche de ce qu'on a proposé, ben, il faut se féliciter. Je rappelle, je donne un exemple. La CPR à l'époque, en écrivant son mémo, avait proposé que nous ne fassions pas des grosses institutions avec trop de bouches à nourrir. Le pays est pauvre et les Guinéens, ils sont nombreux à ne pas trouver à manger. Plus il y aura de conseillers, plus ça coûtera cher. On avait demandé qu'il y ait 75 membres. D'autres avaient demandé 150. C'est leur droit. Il y en avait même qui avaient demandé 200. C'était leur droit. Alors, après tout, la charte nous a parlé de 81 personnes. Nous, plutôt, on s'est félicité que c'est plutôt plus ou moins proche de ce que nous avions proposé. C'est une question de conception. Et donc, c'est pas qu'on n'a pas encore obtenu quelque chose. Bien. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait quelque chose de formel pour ne pas qu'on continue les interprétations de ce que les uns et les autres pensent. Emmanuel. Vous avez parlé justement de cette première rencontre que vous avez eue avec le CNRD, les jours qui ont suivi la prise de pouvoir. Et on se souvient du discours justement du colonel Mamadi Doumbouya, où il vous a dit qu'il n'acceptera pas d'agenda individuel. Agenda individuel. Et il se trouve justement que parmi vous, on en connaît qui sont très fixés sur les élections, qui ne pensent qu'à une transition abrégée et à des élections. Est-ce que, moi je reviens encore sur ma question, vous ne pensez pas que ce sont des facteurs de crainte? Parce que ouvrir le débat avec vous sera forcément de parler des élections. Or, on a en face un CNRD qui ne donne pas l'impression d'être pressé pour les élections. C'est pourquoi je continue à dire encore, M. Midimono, que le CNRD n'a pas à craindre de cela.
Une fois qu'on a assumé la responsabilité de dire j'arrête ce qui est en train de se passer, j'assume et je vais proposer une solution, il faut accepter de dialoguer avec tout le monde. Je pense que oui. En dialoguant, on peut connaître, en tout cas, ce que chacun cache derrière. Je ne crois pas que la classe politique est en train d'aller vers des agendas personnels. Ah si, il y en a. Parmi vous, on sait. Je crois qu'il y a des questions importantes qui ont besoin d'être débattues. On parle de la Constitution. Je crois que les premières intentions que le CNRD nous a données, c'est nous doter d'une Constitution qui nous ressemble. Effectivement. Alors, on a eu 4 constitutions depuis l'indépendance de notre pays qui se ressemblent également et qui sont loin, certaines dispositions qui sont loin de nos réalités. Je donne l'exemple. C'est des constitutions qui ont été toutes congénitalement instables. On a toujours dit dans nos constitutions par copier-coller qu'en cas de vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée ou je ne sais pas quel autre personnage assure l'intérim en 90 jours, organise les élections. Ça, c'est une instabilité chronique. Si Dieu ne nous protégeait pas tout le temps, on peut avoir un président qu'on installe en janvier et qui meurt en juin. Eh bien, on a 90 jours pour organiser les élections. On l'aura peut-être vers le mois d'octobre. Et si le président le prend 2 mois après, combien de fois on va avoir des élections pour avoir un président, en fin de compte? Il y a des questions de fond qui ont besoin d'être touchées dans cette constitution-là. Pour certains, naturellement, ça doit être un exercice, encore une fois, de rédaction juridique où il faut se poser la question sur la clarté des énoncés, etc., etc. Pour nous autres, à la CPR notamment, que ce soit cette fois un exercice de développement d'une vision commune de notre vivre ensemble. C'est extrêmement important. Vous voulez un poste de vice-président, par exemple? Voilà. Nous voulons un poste de vice-président, par exemple, et qu'on nous gomme ce qu'on appelle Premier ministre dans notre pays. C'est même comique, parce que ça n'a jamais existé. Ouais. Premier ministre, chef de gouvernement, c'est le premier des ministres qui est nommé comme n'importe par rapport aussi. Oui, par rapport au cycle électoral, est-ce que vous pensez que le fait d'organiser perpétuement, bon, vous l'avez dit, des élections perpétuelles, c'est des problèmes? Est-ce que vous opterez pour des élections générales et que le cycle soit connu, fixé à une année connue, chaque 4 ans, chaque 5 mois? Et puis que toutes les élections se tiennent en même temps. Ouais. Les Libériens ne sont pas plus intelligents que nous. Les Gambiens, le Cap-Vert, etc., etc. Oui. Toutes les élections peuvent être organisées le même jour. Des élections générales. On vous dit, mettez quelque chose ici dans cette boîte, c'est le président. Bien. Ici, c'est le député, ici, c'est le maire. Et puis, pendant 5 ans, on travaille à mettre au travail la jeunesse de ce pays. Bien. En tout cas, la constitution prochaine, nous voulons qu'elle nous ressemble. Alors, docteur, si vous lisez les commentaires des uns et des autres sur la toile, par exemple, les gens sont, à mon avis, un peu préoccupés parce qu'ils estiment ou ils pensent que bien, le CNRD déroule la transition sans que les gens ne soient situés sur sa durée, sans qu'on ne parte élection. Est-ce que vous avez le même sentiment? Est-ce que vous êtes également inquiet comme ces citoyens-là aujourd'hui qui disent, ben voilà, il y a le déroulement de la transition, on ne parle plus d'élection, eh bien, ils sont là pour rester éternellement? Non, parce que je crois que même si je ne ferais pas les choses exactement comme le CNRD est en train de le faire, je crois qu'il n'y a pas encore péril à la demeure. Il faut se dire que le CNT vient de prendre fonction. Ah qui dort, à mon avis, qui est en train de dormir là. Ok, enfin. Qui doit envoyer des missions à l'intérieur du pays. Également. Justement, la question. Je ne sais pas, en tout cas, pourquoi le CNT veut aller à l'intérieur du pays, mais à regarder de près, la prochaine constitution ne sera pas négociée seulement entre les élites. Il faut que, je peux partager avec vous beaucoup de bonnes pratiques qui apparaissent dans la littérature. Partout on a été trop vite, comme en Libye par exemple, après Kadhafi, 3 mois après on a adopté une constitution. On est dans quelle situation là-bas? Ils ont 2 premiers ministres. En Égypte, nous avons eu 6 mois pour produire une constitution. Aujourd'hui, quel est le problème en Égypte? En Afrique du Sud, on a pris du temps. Il y a eu même une période où on a considéré que c'est la constitution
provisoire, soumise à un test. Parce qu'il s'agit de trouver, vous comprenez, le meilleur réglage pour gérer des millions d'âmes. Vous comprenez? Encore aujourd'hui, tout le monde déplore qu'on ait un président qui se mesure même à Dieu dans notre pays. Un hyper-président. Un hyper-président qui nomme même les plantons. Même s'il ne les nomme pas, il les enlève par décret. Vous vous rappelez du premier décret du monsieur Alpha Condé? Il avait enlevé un planton par décret. Écoutez, il faut qu'on sorte de là, que l'on mette le président à sa juste proportion, qu'il vienne là pour jouer un rôle et que ce rôle-là soit joué dans un cadre prédéterminé. Vous comprenez? Qui tienne compte. Et à un moment donné, mais on allait même jusqu'à... Le président allait jusqu'à jouer le rôle du ministre, le rôle du DAF, le rôle du... etc. etc. Est-ce que ce CNT peut traiter toutes les questions, surtout liées à la politique? Est-ce que vous lavez les mains et laisser tout ça au niveau du CNT? Non, je ne vois même pas que le CNT va travailler de cette façon que vous décrivez. On a 81 personnes, mais encore une fois, ces 81 personnes ne doivent pas s'enfermer entre quatre murs pour faire le copier-coller comme avant et nous produire une constitution qu'on va soumettre à la constitution. En le cas, ça sera adopté. Il faut cette fois qu'on s'ouvre. Et nous sommes en train de nous préparer. On ira apporter des mémoires au CNT. C'est pas parce que nous avons un représentant là-bas, nous allons lui envoyer les notes de toutes les réflexions que nous sommes en train de faire. Mais au-delà, nous irons et nous insisterons ne plus nous renvoyer une constitution où le prochain président sera encore Dieu prime. Vous comprenez? Mais que ce soit un être humain, un Guinéen, qui est soumis à la loi aussi. Bien. Soumis à la loi. Donc vous ne voulez plus un régime hyper présidentiel en Guinée? Hyper présidentiel, on n'en veut pas. Je crois qu'aucun Guinéen ne le souhaiterait. Aujourd'hui, on a vu les conséquences de cela. Ça nous fait 63 ans que nous vivons dans un régime hyper présidentiel. Bien. On peut maintenir un régime présidentiel, mais dans lequel un encadrement réel est fait de ce que le président fait et de ce que le président ne peut pas faire. Voilà, docteur Fayami Limono était notre invité dans Bâton Rompu. Nous sommes malheureusement pris par le temps. Merci beaucoup à vous, docteur, d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. On se donne rendez-vous prochainement. Vous allez forcément revenir dans cette émission. Merci à vous, chers talkers et aux auditeurs. On se donne rendez-vous demain.